Borjousland, Le gardien des pôles, le nouveau livre de Benoît Emmermann aux éditions Paulsen. Soirée Guérin-Chamonix avec Benoît Emmermann et Lorraine Berger-Afanasieff. Merci d'être là pour accueillir Benoît Emmermann. Benoît Emmermann qui est un grand auteur de chez Guérin, un ami de Michel Guérin déjà à la base. Oui, ça me fait bizarre d'être là et d'être sous son regard. D'autant que le livre, je l'ai dédicacé à Michel. Ah ouais. Donc c'est pour la sortie de ce livre Borgé-Ausland. Mais chez nous, tu as déjà, je ne sais pas dans l'ordre chronologique, tu as déjà fait pas mal de livres. Oui, celui-là, il date d'un certain moment. Prisonnier de l'Annapurna, tu l'avais écrit avec Jean-Christophe. Avec Jean-Christophe, oui. C'était passé, c'est une fois de plus Michel qui a fait l'intermédiaire entre nous. Moi, je le connaissais à peine, Jean-Christophe, et Michel m'a dit il faut que tu le connaisses, c'est un gars formidable et tout. On s'est rencontrés la première fois à Katmandou. Et on est devenus un peu copains. Et j'ai suivi un petit peu sa progression et tout, jusqu'à malheureusement l'accident du Makalu, mais le livre est sorti avant. Ah oui. Et livre qui ne raconte que sa confrontation avec l'Annapurna, puisqu'il s'y est repris à 4 fois avant de vaincre l'Annapurna. Mais c'est une expérience à la fois formatrice, c'est les débuts de sa carrière, et puis la maturation, etc. etc. Et je me suis piqué d'amitié pour ce personnage qui est parti un peu vite. Je ne vais pas faire le libraire. Mais si, mais c'est bien. Mais, tu peux les présenter. Rapidement, j'ai écrit effectivement un livre sur les femmes des pôles. Je suis un peu obsédé par les pôles. Un peu, oui. Et effectivement, on n'a pas parlé beaucoup des femmes qui ne sont pas forcément allées au pôle, mais qui ont tenté d'y aller et qui ont essayé de s'approcher le plus possible à une époque ou à des époques où c'était évidemment... c'est les pionnières dont tu parles. C'est les pionnières dont je parle. Alors comme je suis un peu un malade aussi de voyage je me suis beaucoup intéressé à Albert Londres, grand journaliste et grand défenseur de certaines causes perdues à l'avance, mais grâce à lui, on a un peu fermé le bagne à Cayenne, on a un peu diminué les sévices corporels sur les ouvriers en Afrique, etc., etc. Enfin, c'est un personnage que j'aime beaucoup. Et puis j'ai dirigé une usine à gaz. Comme il existait les 100 alpinistes, j'ai proposé aux éditions Guérin et Paulsen de faire les 100 marins. Parce qu'à la base, moi je suis plutôt breton que montagnard. Et donc c'est le même principe, c'est 100 auteurs à travers le monde. Il y a des Néo-Zélandais, des Australiens, des Américains, etc. qui racontent 100 marins. Et j'ai essayé de créer des couples un peu idéaux entre les marins et les écrivains. Ouais. Ça a pris beaucoup de temps, c'était un peu un plaisir fou et ça n'aurait pas pu se faire sans Paulsen et Guérin. Donc c'était formidable. Voilà, mais parce qu'il faut dire quand même que toi tu es journaliste de formation. Oui, mais je suis éditeur aussi. Enfin, chez Stock. Chez Stock. Pour ne pas le citer. Et en dehors des livres que je fais ici, j'en fais un peu d'autres ailleurs. Mais voilà. C'est toujours un peu, je m'intéresse essentiellement aux pionniers, aux aventuriers, à ceux qui ouvrent la porte la première fois, qu'ils soient aviateurs, qu'ils soient polaires ou qu'ils soient, encore une fois, qui font des choses un peu extraordinaires avant tout le monde. C'est le premier pas qui m'intéresse le plus, celui qui fait. Après, le deuxième, il a souvent beaucoup de mérite, ou le troisième ou le quatrième, mais après tout, on y est allé avant lui, donc... il sait que je prends toujours cette image de Hilary qui est en haut de l'Everest et qui enlève son masque. Lui, il ne sait pas quand on enlève son masque, il ne sait pas trop ce qui va se passer, quoi. Et bon, effectivement, il arrive à respirer, mais c'est lui qui fait le premier geste. Et ceux qui viennent après sont un peu prévenus, un peu mis en garde. Et c'est toujours moins fort que l'initiateur, quoi. Et donc, tu viens nous parler quand même d'un homme qu'on ne connaît pas beaucoup, qui s'appelle Borgé, on dit, hein. On peut dire Borgé Ausland, donc un Norvégien. Absolument. Et tu nous dresses son portrait tout en retraçant un peu l'histoire de la conquête des pôles. Tu la connais bien. Parce que pour faire schématique,
conquête des pôles, vous la connaissez tous, en l'espace entre 1880 et 1910 ou 1920, tout est plié. C'est-à-dire, grosso modo, on est allé au pôle Nord, on est allé au pôle Sud, et c'était des conquêtes nationales, on va dire. C'était un combat qui était mené par différentes nations, et là, dans la course du lièvre et de la tortue, c'est effectivement le lièvre qui a gagné au Sud. Ce sont les Norvégiens, plus rapides, plus légers, plus entreprenants, qui ont battu les Anglais. Au Nord, c'est les Américains qui ont gagné, sauf qu'on ne sait pas vraiment s'ils sont allés jusqu'au pôle Nord en ce qui concerne l'expédition de 1909. Donc ça, c'est les grosses compétitions, on va dire, ou les gros enjeux au Nord comme au Sud. Et après, il y a eu un purgatoire, c'est-à-dire qu'on s'est beaucoup moins intéressé d'un point de vue conquête au pôle Nord et au pôle Sud. On s'y est intéressé d'un point de vue scientifique, on s'y est intéressé d'un point de vue politique. Est-ce qu'on peut retirer du minerai de ces endroits-là? Est-ce qu'on peut... Et tout d'un coup, il y a eu une sorte d'âge d'or qui est revenu, moins important, mais grosso modo entre 1986 et 2006, où un certain nombre d'hommes ont décidé de repartir à la conquête du pôle Nord et du pôle Sud, tout simplement par leurs propres moyens. Je veux dire par là, en autonomie. Et c'était possible et réalisable. C'est un peu, le parallèle peut se faire avec l'alpinisme également, parce qu'on avait inventé la nourriture lyophilisée qui faisait qu'on n'avait pas besoin d'emmener ses boîtes de conserve et d'étirer avec lui. Parce que les matériaux ont fait de vêtements ou de transport, c'est-à-dire les skis ont fait d'énormes progrès. Parce que les pulkas qu'on traîne sont en Kevlar et qu'elles résistent bien. Donc il y a un certain nombre de progrès techniques qui ont permis l'autonomie. Et c'est tout de même assez merveilleux de se dire qu'on peut partir au pôle Nord, au pôle Sud. En tout cas, c'est un énorme effort encore, mais qu'on peut le faire par soi-même. Donc il y a une sorte de petite compétition qui s'est montée un peu dans le monde, un peu dans différents pays. Les Anglais, toujours prêts pour ce genre de choses. Les Américains, évidemment, et les Norvégiens. Les Norvégiens, en la personne de Borge Ousland, qui s'est dit, moi je vais faire ça avec une certaine éthique. Parce que c'est comme un alpinisme, c'est bien beau de monter, mais si on monte pour mettre du matériel sur les sommets avec des perceuses, etc., c'est pas très joli, c'est pas très beau. Et Borge fait partie de ces personnages qui ont essayé d'élever une certaine éthique. On y va par nos propres moyens, mais vraiment en autonomie totale. C'est-à-dire que quand on fait la traversée de l'Antarctique Sud, par exemple, on passe forcément par la base Scott Amundsen. Et quand on passe à cette base, si vous voulez être en autonomie totale et traverser, vous n'acceptez même pas la tasse de café qu'on vous tend, vous continuez, vous êtes tout seul, vous traînez votre propre barda et vous faites ça par vos propres moyens. Et c'est ce qui différencie Borge de beaucoup d'explorateurs qui ont fait des tentatives. Jean-Louis Etienne national. Hein. Mais Jean-Louis, on peut dire qu'il a initié, j'ai donné la date de 86 pas par hasard, c'est que c'est lui qui relance l'affaire, grosso modo. Médiatiquement en tout cas. Médiatiquement, c'est-à-dire que tout seul, on ne peut pas le nier, il est allé jusqu'au pôle Nord. Bon, il s'est fait parachuter un peu de la nourriture, il avait des liaisons radio, il était un peu bien entouré, mais en tout cas il a fait un effort monstrueux pour le faire, enfin, c'est quelque chose d'assez unique, d'autant qu'il n'avait aucune compétence en la matière, que physiquement il fait tout de même 1m65 et non pas 1m90 comme Borge, et que surtout il s'y prend très très mal parce qu'il est mal renseigné, donc il part du côté canadien où les concrétions sont énormes, enfin il a un énorme mérite, c'est lui qui relance l'affaire, il la relance en Antarctique également en lançant cette fameuse compétition ou exploration qui s'est appelée la Transantarctica, où on a demandé à un Chinois, un Russe, un Américain, etc. de faire la plus grande traversée possible en Antarctique. Elle fait 6000 km, ce qui n'est pas rien, ils ont fait 6000 km. Mais c'était très médiatisé. Ils avaient des chiens, quand les chiens étaient fatigués, on leur reparachutait des chiens. Enfin, tout ça n'a pas de sens pour Borge. C'est où on y va les mains dans les poches bien préparées, mais on n'y va pas avec un barda industriel autour de soi. Et encore une fois, Borge tire son chapeau à Jean-Louis, mais voilà, il dit on peut faire autrement et justement prouver que l'être humain doit respecter la nature avec laquelle il est en train de se battre. Et donc il doit être malin, il doit être vigilant, il doit inventer des systèmes intelligents, mais il ne doit pas, encore une fois, se faire d'une manière superlative. Je donne toujours cet exemple. C'est bien de monter un col à bicyclette, mais monter un col avec une bicyclette qui a un moteur, ça n'a pas de sens si on veut faire quelque chose de propre.
Donc voilà un peu la philosophie de Borge. Et ce pourquoi j'insiste sur ce personnage, c'est que moi je le connais depuis 25 ans, et que c'est un taiseux, comme tous les Norvégiens, ou comme beaucoup de Norvégiens, qui n'aime pas faire sa publicité, et je me suis dit que ça vaut tout de même le coup de dire que derrière d'autres qui font beaucoup de tapage, il y a tout de même des hommes qui ont fait avant eux, ou mieux qu'eux, des choses qui méritent d'être soulignées. Allez, on va replanter un petit peu le décor. Je vais lire un petit passage sur les pôles, d'abord, puis après on parlera de Borge et de son enfance et tout ça. Les pôles effraient tout autant qu'ils captivent. Leur superlative nature, dans tous les sens du terme, désempare même les plus chevronnés. Dans un semblable environnement, c'est l'humilité qui toujours s'impose. Si l'on s'amusait à faire le compte, on dénombrerait sans doute plus de sages esprits que de fiers bras appliqués à se disputer ces juges de paix qui, depuis la nuit des temps, gouvernent un monde où ni le temps, ni l'espace n'ont droit de citer. Pour corser l'addition, les explorateurs ont mis un certain temps à s'apercevoir que les deux extrêmes de la Terre étaient totalement dissemblables. Les basses températures qui s'y obtiennent et les glaces qui s'y accumulent leur ont longtemps fait penser qu'ils partageaient à la conquête d'immensités comparables. Rien n'est moins vrai. Les pôles sont en réalité de faux jumeaux, nés d'un environnement comparable mais distinct sur bien des points. Honneur à l'Arctique, le premier par ordre d'apparition au calendrier des découvertes géographiques fondamentales. Contrairement à une idée longuement reçue, l'extrême nord de notre planète n'est pas un continent, mais un océan. Un royaume maritime dont la surface est plus ou moins, plutôt moins en ces temps de dérèglement climatique irréversible, couverte de glace. Sa frontière, artificielle, est définie par le cercle polaire, situé sur le 66e parallèle, à 8618 km du pôle Nord proprement dit. 8 États possèdent une ouverture sur ce territoire glacé. Les États-Unis, le Canada, la Russie, la Finlande, la Suède, la Norvège, le Danemark et l'Islande. Sa surface globale est de 21 millions de kilomètres carrés, soit un petit peu plus que les superficies cumulées de la Russie et de l'Inde. L'Arctique accueille quelques îles d'importance appartenant au Canada, à l'Islande, à la Norvège, à la Russie et au Groenland, mais aucune n'est aussi grande que le Groenland, territoire dépendant à bien des égards du Danemark, mais en voie d'autonomie irréversible. Avec ses 2,2 millions de kilomètres carrés, le pays vert est 3,5 fois plus étendu que la France. Et contrairement aux apparences, là encore, c'est une terre très montagneuse. Son point le plus élevé, le Gunborn, 3700 mètres, dépasse tous nos sommets pyrénéens. Mais à qui appartient l'océan Arctique ? À personne et à tous ses pays voisins dans le même temps, dans les limites des 200 miles nautiques de leur territoire maritime respectif. Bon, c'est pas un bouquin d'histoire géo. Non, mais là on plante le décor. Mais je voulais absolument planter le décor parce qu'effectivement, pour comprendre le cheminement et ces explorations-là, on est sur deux territoires qui n'ont rien à voir. Effectivement, il n'y a que la température qui est comparable. Se battre en Arctique quand on veut aller au pôle Nord et qu'on est à ski, c'est un enfer. C'est vraiment un enfer, enfin, pour ceux qui ont choisi, c'est leur objectif et ils sont libres d'y aller, et personne ne les force. Mais la nature même du terrain est incroyable. Vous êtes sur un tapis roulant qui ne cesse de bouger d'est en ouest. C'est-à-dire qu'à la fin de la journée, quand vous regardez un petit peu votre GPS, vous dites, en ce qui concerne Borge, ça lui est arrivé plusieurs fois, qu'il a fait moins de kilomètres qu'il a reculé plutôt qu'avancé. Donc quand vous vous battez, c'est assez décourageant. D'autre part, c'est pas plat du tout, c'est pas lisse du tout, c'est des concrétions permanentes, puisque c'est des courants qui règnent en Arctique compriment la banquise d'est en ouest. C'est-à-dire du côté canadien, vous avez des concrétions qui peuvent atteindre jusqu'à la taille d'un immeuble. Et donc si vous êtes à ski et vous vous promenez là au milieu, il faut contourner les obstacles, ça vous fait des kilomètres en plus. Et c'est pour ça qu'encore une fois, Jean-Louis Etienne a eu du mérite de le faire à l'époque. Donc c'est très compliqué. En Antarctique, à l'inverse, ce qui est compliqué, c'est de monter sur la calotte. Ça, c'est compliqué parce que vous avez 150, 170 kilos à traîner pour être à peu près autonome sur la traversée. Donc c'est beaucoup de kilos. Et donc monter sur la calotte, c'est pas de l'alpinisme, mais c'est tout de même, vous êtes obligé de tracter votre engin. Et donc ça vous demande beaucoup de temps et beaucoup d'efforts. Mais une fois que vous êtes sur le plateau, effectivement, ça va beaucoup mieux avec vos skis. Et surtout que vous pouvez avoir une voile qui peut vous entraîner encore plus rapidement.
Donc c'est la longueur, dans ce cas-là, c'est près de 3000 km en autonomie. 3000 km, c'est pas rien. Je sais pas, c'est Oslo-Rome, par exemple, que vous faites tout seul en traînant votre barda. C'est un peu compliqué. C'est donc la longueur et l'usure qui peut handicaper le skieur, mais c'est pas du tout ce qui se passe au nord. C'est pour ça que j'ai insisté pour montrer cette différence. Et par contre, un bon point pour l'Antarctique, c'est qu'il appartient à personne. Oui, pour l'instant. Parce qu'il y a quand même des histoires un peu politiques avec l'Arctique. C'est totalement différent. Effectivement, comme c'est une mer au nord, la mer, il y a le principe des 200 000 qui existe comme dans tous les pays du monde. C'est-à-dire que les pays frontaliers, on va dire, de cet océan possèdent une partie de l'océan. Et il y a même des discussions, vous vous souvenez peut-être ce petit sous-marin russe qui est allé planter un drapeau au pôle Nord avec un bras en titane et pour proclamer que c'était russe. Donc effectivement, tout le monde se crêpe le chignon là-haut, à savoir à qui ça appartient, est-ce qu'on peut faire passer nos bateaux par-ci, par-là, est-ce qu'on peut exploiter le sous-sol. Est-ce qu'en Antarctique, heureusement, il y a un traité de non-ingérence. On n'a pas le droit d'aller en Antarctique de manière privée pour exploiter un terrain, etc. Si vous prenez, vous êtes vu qu'on a retrouvé les restes de l'Endurance, le bateau de Shackleton, on a retrouvé ça en Antarctique, on ne peut pas aller le chercher. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire la même opération que le Titanic. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit d'envoyer un sous-marin pour aller rechercher les restes de l'Endurance, parce que c'est interdit. Donc heureusement, c'est effectivement un pays protégé. De nature protégée. Absolument. Ouais. Même la tante d'Amundsen, il a laissé sa tente quand il a conquis le pôle Sud. Et il a laissé un mot à l'intérieur pour ses amis anglais en leur disant désolé, nous avons gagné. Nous sommes arrivés les premiers. Nous sommes arrivés les premiers. Cette tente, on pourrait la retrouver parce qu'on mathématiquement, la dérive, on peut voir exactement où elle est. Il suffit de creuser un peu, on retrouverait la tente. Mais là aussi, c'est interdit. Interdit de toucher. Bon, on va revenir quand même à notre guide, à notre Borgé. Il faut toujours écouter les enfants, remonter le cours de leurs rêves et prendre pour argent comptant les souvenirs dont ils font collection. Rien de tel pour comprendre leur définitive obsession. Borgé Osland n'est pas devenu polaire par hasard. Même si pour lui, comme pour beaucoup, rien n'était écrit à l'avance. Le contexte où il a grandi a largement contribué à lui indiquer la marche à suivre. Et d'abord, cette Norvège boréale et réfrigérée qui, le plus logiquement du monde, invite au mystère et à la découverte, autant que ce Nansen d'exception et cet Amundsen incomparable, dont les destins et les noms s'imposent comme idée d'évidence. Places, rues, galeries, restaurants, fêtes, commémorations, récits, évocations, partout, leurs références font la paire pour illustrer les mérites d'une nation trop longtemps négligée et stimuler le cas échéant une jeunesse en manque de modèles. Borgé a 7 ans à peine lorsque le nom du plus âgé des deux résonne pour la première fois à ses oreilles. À la faveur d'un livre de Hjalmar Jansen, Le fidèle second, avec Nansen au pôle Nord, est loin d'être le seul récit rapporté de la traversée fondatrice du Groenland, mais c'est de celui-ci qu'il se souvient en priorité, celui-ci que son père lui lisait le plus volontiers et dont, un demi-siècle plus tard, il est capable de rapporter le moindre rebondissement sans faillir. Une pièce radiophonique diffusée de manière quasi concomitante ne fait qu'ajouter à la mise en abîme de cette épopée exemplaire. Sur le chemin de l'école, au milieu des congères et des amas de neige, Borgé se prend à imaginer des passages et des alternatives. Plus important, il fait sien les préceptes du maître de l'expédition, dont il apprécie tout à la fois le sang-froid et le sens de l'organisation. La figure d'Amundsen s'imposera un peu plus tard au prix d'autres mises en scène et surtout d'autres priorités. Oui, alors Nansen, c'est un personnage fondamental. Pour définir la philosophie de Borgé, c'est celle qu'il a héritée de Nansen. Un jour, grâce à Michel une fois de plus, il m'a fait rencontrer Bonatti. Et Bonatti, je lui ai dit, mais quel est pour vous le plus grand héros, le plus grand explorateur qui ait jamais existé au monde? Et il me dit, mais c'est Nansen. Et c'est Nansen à cause d'une phrase. Alors, j'étais bien impatient de ce qu'il me dise quelle phrase. Il me dit, mais ça se passe en 1888. Nansen traverse le Groenland d'est en ouest. Il a deux compagnons avec lui. Ils sont tous les trois. C'est la première fois qu'on va traverser le Groenland d'est en ouest. C'est quelque chose de totalement nouveau. Donc vous comprenez bien qu'il y a un bateau qui les a déposés sur la côte est. Le bateau va faire le tour du Groenland pour aller sur la côte ouest.
les attendre pour les récupérer, parce qu'ils ne vont pas faire l'aller-retour. Donc voilà les 3 qui partent en expédition, et ils perdent un peu de temps en route. La montre tourne, les jours passent, et ils vont arriver de l'autre côté, alors qu'il y a des glaces, et donc le bateau ne peut pas venir les chercher. Et là, la fameuse phrase va pas tarder, Nansen se retourne vers ses compagnons quand ils sont au bord et qu'ils voient que tout est glacé et que forcément le bateau ne sera pas là. Il se retourne vers ses compagnons et leur dit « Nous allons hiverner ». Donc voilà, pas de cris, pas de panique. Ils vont juste passer 6-8 mois à survivre, je ne sais comment, parce qu'ils n'ont plus de vivres, donc il faudra bien qu'ils se débrouillent. Mais voilà, c'est la philosophie, c'est-à-dire on est à hauteur d'homme, on se débrouille dans la nature dans laquelle on est, on n'appelle pas au secours, on ne tire pas la sonnette d'alarme, on ne s'affole pas, on va hiverner. Et effectivement, c'est cette philosophie qu'on peut rapporter à d'autres situations dans la vie en général, c'est celle de Borgé. C'est, voilà, j'ai mes propres moyens, j'ai mes muscles, j'ai mon cerveau, je vais me débrouiller, je vais trouver une solution. Et c'est un esprit que les Norvégiens ont, effectivement, qui a ses limites, on va dire, je prendrais cet exemple chez Amundsen, par exemple, quand il a fait le pôle Sud pour la première fois. Amundsen, il ne s'est pas embarrassé. D'abord, il a été intelligent au niveau technique. Il s'est dit, les Anglais vont à pied, on va y aller à ski. Quand on voit ça aujourd'hui, on se dit, mais c'est une évidence qu'il fallait y aller en ski. En attendant, les Anglais sont partis à pied. Donc, il y a cette évidence technique, que tout de suite... puis on va prendre des chiens. Les Anglais, ils se sont dit, on va essayer de prendre des poneys, mais les poneys, ça ne marchait pas. Donc, ils sont partis à pied tout seuls. Donc lui, il part à ski avec des chiens. Mais un certain nombre de chiens qui tirent un certain nombre de kilos de nourriture. Il se dit, mais pour le retour, il y aura moins besoin de chiens, puisqu'il y aura moins de poids. Donc on va faire manger les chiens morts, ou on tuera des chiens pour nourrir les autres. Alors quand on dit ça aujourd'hui aussi, on dit, oh là là, quelle horreur. Mais on est en 1911, il faut survivre. La victoire du pôle est à ce prix-là, et donc ce sont des hommes pratiques, pragmatiques, donc on aime ou on n'aime pas leur philosophie, mais elle existe et à mon avis elle est tout de même efficace, et pareil on peut la reporter sur d'autres situations dans la vie de tous les jours. Sans expérience, le savoir n'est rien. Cette priorité, Borgé l'a toujours faite sienne, dans tous les domaines. Il prête une attention particulière à la phase d'apprentissage. 100 fois sur le métier, jamais le bon geste ne se décrète d'un coup de baguette magique, ni la bonne décision, ni l'option adéquate. C'est l'usage, la routine, l'habitude qui toujours préviennent l'excellence. Le jeune Ousland ne tient peut-être pas en place, son besoin d'évasion tombe sous le sens, il ignore encore quelle direction prendre, mais une série d'évidences le caractérise d'emblée. Il est méthodique, appliqué et persévérant. Il est surtout conscient de disposer d'un abattage, si ce n'est hors norme, du moins prometteur. Une raison supplémentaire pour l'inciter à améliorer sans cesse son outil. Idem pour ses aptitudes de réparateur, constructeur, inventeur. Il sait tirer avantage de la recommandation la plus vertueuse ou du conseil le plus avisé, mais il ne cesse de démontrer qu'il peut en faire usage encore plus profitable dans les meilleurs délais. Borgé le pense à défaut de l'exprimer clairement. C'est au gré de détails souvent anodins que l'on juge la profondeur de l'âme humaine. Pour confirmer son intuition, il a même mis au point un théorème de son point de vue infaillible. Le théorème de la poignée branlante. Soit une poignée légèrement désolidarisée de la porte qu'elle commande, tous ses usagers s'en aperçoivent et à chaque fois qu'ils entrent ou sortent de la pièce avec, à leur disposition, 2 réactions envisageables. 1. Je constate et je poursuis mon chemin. 2. Je constate et j'interviens. Inutile de s'appesantir, notre homme, vous le savez, fait partie des amateurs de réparation instantanée. Dût-il retourner à la maison pour trouver l'indispensable outil nécessaire à la réfection. De toutes les activités de plein air qu'il pratique, c'est la pêche qui le mobilise le plus volontiers. Pêche à la ligne, bien sûr, mais surtout pêche sous-marine. En Norvège, on s'en doute, les conditions sont souvent rudes et les eaux inconfortables. Mais à la surprise de tous ceux qui l'entourent, Borgé ne daigne pas utiliser de combinaison. L'âge requis pour obtenir son permis en eau profonde et donc utiliser une réserve d'oxygène est de 16 ans. Le jour même de son anniversaire, au terme d'un entraînement ad hoc, il obtient son sésame. Le résolu n'attend pas, il précède. Il n'a pas de voiture, une brouette suffira pour transporter son matériel jusqu'à la grève. Oui, c'est un homme pratique. D'ailleurs, on le voit là où
là où il est né, là où il a grandi. Je ne sais pas si vous connaissez Oslo. Quand on est à Oslo, par exemple, quand on va au musée du Fram, on prend un petit ferry. Et la station d'après, c'est chez lui. Si on continue avec le même ferry. Et il habitait donc cet endroit où il a grandi avec son frère et ses 2 sœurs. Et le père était un rude, même s'il bossait dans un métier tout à fait moderne, il était graphiste en publicité. Mais il y avait effectivement très peu de chauffage à la maison, il n'y avait pas de voiture, il n'en voulait pas, il n'y avait pas de télévision, les toilettes étaient au fond du jardin. Et donc ça se passait comme ça chez les Ousland. Pourtant la mère était peintre, etc. Mais ça se passait comme ça, il y a une certaine rudesse. Quand on dit aujourd'hui il faut faire des économies de chauffage, ils avaient déjà trouvé cette solution-là, ça c'est sûr. Mais c'était pas rude pour être rude, c'est rude pour mieux s'adapter à la situation qui existe ou à l'environnement qui existe. Effectivement, Borge aurait pu devenir un sportif, comme des skieurs de fond norvégiens, comme il y en a eu beaucoup. Lui, il s'intéressait à la nature parce que son père l'a effectivement emmené dans des endroits, les forêts, les eaux profondes, etc., qu'il a découvert grâce à son père. Et il s'est adapté. Il s'est adapté comme j'ose le mot, comme un animal s'adapte à son environnement. Donc son premier boulot, c'est quand même... C'est un plongeur. C'est-à-dire que justement, il a une aptitude à plonger. Donc pendant 12 ans, il va être plongeur en eau profonde. Et ça va être le recordman du plus grand nombre de plongées en mer du Nord. Il va sur les plateformes pétrolières, ça va devenir un technicien très recherché. Les Anglais voudront travailler avec lui, etc. C'est effectivement, on a oublié de le dire, mais effectivement, il fait 1m90 et il est vraiment très, très, très solide. C'est un très bel athlète. Et il a des capacités de résistance qui sont sans doute un peu supérieures à la moyenne. Et donc, oui, il a gagné sa vie comme ça, comme plongeur, avant de s'intéresser au pôle, comme une boutade et surtout comme une liaison avec ses lectures enfantines, sa passion pour les explorateurs norvégiens. On dit Nansen et Amundsen, mais il y en a tellement d'autres. Il y a Sverdrup, on a des écrivains, etc. Eux, ils ont des explorateurs, ils en ont des wagons entiers. Et Borge avait le choix, puisque dans la bibliothèque familiale que j'ai vue, il y a tous les explorateurs norvégiens possibles et imaginables. Donc il a très vite été attiré par eux, quoi. Et donc, après on va dire, son travail en tant que plongeur, il rencontre des amis avec qui il décide de partir. C'est comme si dans un premier temps, c'est comme s'il partait en vacances. Oui. Et ils sont 2-3 copains et ils disent qu'est-ce qu'on pourrait faire. Eh bien, on va refaire la route de Nansen au Groenland dont je vous ai parlé. On va repartir d'est en ouest. On va essayer, mais on va faire un peu plus long qu'eux. On va essayer de faire mieux. Ils sont allés jusqu'à cet endroit, mais on va prendre un endroit un peu plus éloigné sur la côte ouest. Et ils partent avec 2 copains, donc une expérience très très limitée. Pas préparée du tout. Pas préparée du tout. Et ils partent 800 km, ils font ça très très bien, sans grosse difficulté. Donc, sans difficulté majeure, on va dire. Et du coup, il se prend au jeu et il constate que ces 2 copains sont hyper sympas, mais ils sont peut-être pas assez solides, quoi. Donc s'il veut aller au pôle Nord, soit il cherchera des compagnons un peu plus expérimentés, soit il ira tout seul. Il sera tout de même sa marque de fabrique. Justement. Si l'un domaine où Borge a joué les défricheurs durant cette expédition, c'est celui de la solitude. Donc sa première expédition solitaire. Un état dont il ignorait jusque-là toutes les subtilités. Un statut difficile à assumer, surtout dans un contexte aussi absolu qu'aléatoire. De son propre aveu, être à la fois le patient et le docteur est une gageure qui nécessite un équilibre intérieur insoupçonné et impose un contrôle des émotions forcenées. N'ayant même jamais passé une nuit seul sous une tente, sauf en plein été à l'occasion de quelques innocentes balades dans la région d'Oslo, le jeune débutant s'était même astreint à l'origine à partager ses doutes avec une psychologue, sans effet notoire. Au fil des semaines, Borge s'est rendu compte que les 1000 questions qu'il assénait à son interlocutrice, il devait lui-même se les poser sans filtre. Avec l'expérience, il est même parvenu à passer outre le sommet de ses doutes, le démarrage, les premières 24 heures de toutes ses expéditions.
l'introduction au cours de laquelle il a pour habitude de se sentir vraiment petit et vulnérable, au point d'avoir songé à quelques reprises, une fraction de seconde, que le défi était trop énorme pour lui. Ça m'est comme tombé du ciel. Dès l'instant où j'ai compris que ce qui importait, ce n'était pas d'arriver le premier au pôle, mais le fait que j'étais vraiment fait pour ça, que cet exercice m'était essentiel et que la nature m'avait doté d'un physique et d'un mental parfaitement adaptés à ce type de challenge. Dès lors, j'ai grandi comme par miracle en fonction de cet objectif si particulier. En toute modestie, j'ai constaté que j'étais capable de lire la nature, de déceler un piège, d'anticiper un mauvais pas. J'avais déjà remarqué cela de temps à autre lorsque je servais dans les forces navales. Avec une fraction de seconde d'avance sur mes camarades, j'étais capable de deviner un danger. J'avais ce diamant en moi, encore fallait-il le trouver. Oui, et encore une fois, il dit tout ça pas de manière présomptueuse. Il a travaillé tout ça. C'est pas du tout un livre de développement personnel non plus. C'est pas un livre de géo, c'est pas un livre de développement personnel. Mais avec lui, on apprend beaucoup de choses, quoi. C'est-à-dire que il y a des phrases un peu ou des théories qui sont un peu limites. Il y a trois façons d'être. Il dit, il y a la bonne, la mauvaise, il y a la mienne. Et je trouve ça assez intéressant, quoi. Je veux dire, c'est encore une fois quelqu'un qui trouve des solutions par lui-même. Et je pense que dans notre monde d'assistanat permanent, c'est tout de même une belle leçon, et c'est dans les circonstances les plus démunies, dans les circonstances les plus extrêmes, comme sont les pôles précisément, qui sont révélateurs, qui peuvent vous révéler à vous-même qu'on apprend le plus. Et je crois que effectivement cette petite bascule dont il parle au départ, quand vous partez pour une expédition, si vous voulez être en autonomie totale, vous n'avez pas le droit au retour. C'est-à-dire, c'est comme se jeter à l'eau, quoi. Et c'est effectivement les premières 24 heures qui sont les plus dures à négocier. C'est extrêmement compliqué psychologiquement de basculer dans le vide. Et ça, il a appris à le faire. Et je crois rien qu'en lisant ces comptes rendus d'expédition, on apprend soi-même, quoi. Puis il a un autre truc, il a un rapport quand même à la nature et au vivant. Borgé va chercher ses motivations ailleurs, dans un monde chimérique fait de songes et d'illusions qui lui ont fait admettre, au fil de ses expériences ultimes, que la nature avec laquelle il compose n'est rien moins qu'inerte, mais dotée au contraire d'un esprit d'invention aussi riche que celui dont lui-même se réclame. La nature, insiste-t-il, n'est pas figée, elle bosse autant que je bosse. Chaque flocon de neige, chaque éclat de lumière recensé chemin faisant trahit une conscience sans équivalent ni pareil. L'inland 6 est un être vivant et c'est heureux que quelques esprits avisés, John Muir pour commencer, aient choisi d'utiliser le concernant un vocabulaire en rapport, le fameux velage, prêté aux icebergs par exemple, qui correspond à tout sauf à un immobilisme définitif, mais à l'inverse, à un mouvement continu sans fin. Autre vérité, autre constante, Borgé appuie nulle part ailleurs que sur ces terres glacées, il n'est parvenu à être à ce point à l'écoute. Aussi, tous les sens en éveil, fourbus sans doute, exténués parfois, mais aussi parfaitement à l'unisson. Oui, c'est-à-dire que... C'est pas le propre du guide, ça? C'est peut-être le propre du... Oui, tu as raison, il y a sûrement un parallèle à faire, ou une ressemblance, c'est-à-dire, encore une fois, l'Antarctique ou l'Arctique, pour lui, c'est le contraire d'un stade, quoi. C'est pas un stade, c'est une nature vivante, et justement, on a, dans ces zones que l'on croit désertiques de notre point de vue, c'est tout le contraire d'après lui, quoi. C'est justement, on arrive à percevoir les choses infimes de vie et d'existence, et les nuages prennent plus d'importance, et le temps prend plus d'importance. Évidemment, un guide, c'est la même chose. Donc, quand on dit qu'il a un sens supplémentaire, Borgé, oui, comme un paysan pourrait l'avoir, je veux dire, c'est de mieux connaître le monde qui l'entoure, et qu'au niveau météo, il fait sûrement moins d'erreurs que d'autres explorateurs, qui effectivement foncent tête baissée, à bras-le-corps, s'arc-boutant sur leurs skis et leurs bâtons. Lui, il va être très réfléchi, il va dire c'est pas le jour, il vaut mieux partir à telle heure, etc., etc. Donc c'est évident qu'il connaît mieux la nature que les autres. Et c'est pas par hasard, justement, qu'un certain Mike Horn l'a pris comme guide pour partir. Oui, c'est un des aspects du livre qui était important pour moi, c'est-à-dire que Borgé a servi de guide 2 fois à Mike Horn. Comme tout guide qui se respecte, c'est pas le genre
à remettre en cause son client. Après tout, il a accepté de l'emmener. Mais on se rend compte, et je décortique moi très, très précisément comment se sont passées ces expéditions. Sans Borgueux, Mike Horn n'aurait pas fait du tout ce qu'il a fait, c'est impossible. Il serait peut-être même mort sans Borgueux, c'est évident. Et c'était aussi l'une des motivations, pas la plus importante loin de là, mais une de mes motivations, c'est de justement montrer que derrière les exploits de Mike Horn, qui existent, puisque physiquement il a fait des choses intéressantes, mais il y a quelqu'un qui existe et qui est là et qui l'a aidé et il n'en parle jamais, il en parle très peu dans ses livres. Donc effectivement, Borguet y est pour beaucoup, quoi. Ouais. Mais c'est pas le genre de la maison non plus de critiquer, c'est pas le genre de Borguet. Il y a des gens qui peuvent voir les choses. J'ai essayé de les voir, je les analyse, je vois le nombre de jours, je vois qui était en tête, qui prenait les relais, etc. Et on constate qu'il n'y a pas de match, quoi, entre les deux, quoi, ça, c'est sûr. Et est-ce que tu veux juste revenir sommairement sur tout ce qu'il a fait? Je peux montrer les cartes, par exemple. Ce qu'il a fait, c'est ce qu'on appelle un peu en jargon, c'est un peu le grand chelem, c'est-à-dire il est allé au pôle. Attends, tu vas aller d'abord en Arctique? Il a commencé par l'Arctique. Ouais, alors plein écran. Je sais pas si on. Si, on voit la carte. Attends, il faut que je mette en plein écran et j'ai pas mes lunettes, je vois rien. On va se débrouiller. On va se débrouiller. On va se débrouiller. Non, mais je vais y arriver. Parce que, grosso modo, pour faire vite dans le temps, pour aller au pôle Nord, on partait du Canada. Ouais. On partait de Ward Hunt. Et là aussi. Sur le point vert, Lorraine. Oui, t'as raison. Bravo. C'est pas tellement plus grand. Non, c'est pas tellement plus Si, grand. on est bien là. Donc, pôle Nord. Vous êtes au milieu de l'océan. Normalement, vous partez du Canada pour aller au pôle Nord. Et mais comme je vous l'ai dit, vous allez dans le mauvais sens, puisque les courants vont dans ce sens-là. Donc il vaut mieux partir de la Russie, mais encore fallait-il que la Russie autorise ce type de voyage, ce qui a été le cas pendant un certain nombre d'années, ce qui n'est plus le cas maintenant. Donc ça c'est la traversée. Alors la traversée globale, effectivement, elle se fait aussi en partant du cap Architevski, et vous traversez jusqu'au Canada, ce qu'il a fait également. Donc il a fait Tout seul, ça. tout seul, il a traversé. Combien de kilomètres? 1700. Et c'est beaucoup plus, encore une fois, c'est 1700 km seul, mais dans des conditions extrêmement compliquées. Ouais. Alors ce qu'il a fait il a fait plein d'autres expéditions, par exemple celle que vous voyez tout autour. Ouais. Il a fait tout le tour de l'océan Arctique sur un petit voilier. Il avait évidemment été au Svalbard également. Il a fait tout un tas d'autres expéditions. Mais ce que vous voyez là, et ce qu'il a fait, en grosso modo, ne se fera plus. C'est comme si, par exemple, le pilier Bonatti, il y a un bout qui est tombé, on ne fera plus jamais cette ascension-là. Ce qu'a fait Borguet, je pense qu'on ne le fera plus à cause du réchauffement climatique. Ce qu'il a réussi à faire, c'est-à-dire que comme il y a tellement de voies d'eau maintenant, lui il sautait à l'eau dans une combinaison, il allait de l'autre côté, il continuait, il traînait son... Il l'a fait 10 fois, 20 fois, maintenant il faudrait le faire 100 fois. Ouais. Donc je pense qu'aucun homme, en solitaire en tout cas, ne pourra faire les expéditions qu'il a faites. D'autant plus que c'est compliqué également à cause de la situation russe, puisque à cause de la guerre en Ukraine, on ne peut plus partir de Russie. Et il n'est pas parti sur les traces de Nansen? Il est parti également sur les traces de Nansen. Donc c'est ça, voilà. Il a refait le même trajet. Le même trajet, oui. Ouais. Le trajet du Fram. Donc, et là, cette expédition-là, c'est celle qu'il a fait avec Mike Horn. Ils sont arrivés en bateau jusqu'ici, puis ils ont fini à pied de nuit, c'est-à-dire en hiver. En hiver. Mais là, pareil, Horn est tombé à l'eau et c'est Ousland qui la ressort de l'eau, quoi. Voilà, en gros, on ne peut pas faire plus. Et d'ailleurs, c'était pas son but non plus de sans arrêt empiler les cubes et dire je fais toujours mieux, etc. D'ailleurs, il a 60 ans aujourd'hui, il continue à se promener dans les régions glaciaires, et tous les glaciers, il en a sélectionné 27 en Nouvelle-Zélande, au Karakorum, en Patagonie, etc. Il est en train de les traverser les unes après les autres, également pour montrer et alerter. C'est pour ça que
j'ai tenu à ce on appelle ça le gardien des pôles, pour alerter la population, ou l'opinion en tout cas, sur le changement, sur le changement climatique. Et alors là, au pôle sud, effectivement, la vraie traversée, pour ça il y a eu des tas de polémiques sur l'éthique de ces traversées, c'est-à-dire qu'est-ce que la vraie traversée de l'Antarctique. Ici, vous avez des barrières de glace qui font partie du continent. Donc lui, il parle de l'île de Breckner jusqu'à l'île de Ross. Ça, c'est la vraie traversée. C'est en tout cas la traversée classique. Et il y en a plein qui parlent de Patriot Hills, qui est effectivement beaucoup plus simple. Ils sont déposés en avion et ils continuent leur chemin. Donc toujours cette question d'éthique, d'essayer de faire les choses proprement, quoi. Les Anglais ont une expression qui s'appelle by fair means, par ses propres moyens, quoi. Et non pas en comptant sur les autres. D'ailleurs, il y a beaucoup d'alpinistes qui sont intéressés à l'Antarctique. Messner y est allé. Messner qu'on peut admirer comme un alpiniste extraordinaire. Mais là, en l'occurrence, en Antarctique, il s'est fait déposer en avion avant de faire sa traversée. Donc c'est pas tout à fait éthique, mais enfin c'était 10 ans avant Borg. Mais encore une fois, il y a des règles, c'est toujours difficile d'essayer de contrôler ce type d'aventure, parce que c'est pas comme dans un stade, mais il faut écouter un certain nombre de critères qui sont à mes yeux indispensables, et qui le sont également pour Borg. Donc aujourd'hui, pareil, ce qu'il a fait ne pourra plus se faire, c'est-à-dire qu'il y a une grosse polémique. Aux États-Unis, en 2005, il y a un livre qui est apparu en disant, pour la première fois, il y a un homme qui s'appelle O'Grady qui a fait la traversée. Sauf qu'il a fait une traversée extrêmement courte, il a fait celle-là, et que les médias se sont impliqués là-dedans. Même un journal comme le New York Times a dit, c'est la première fois qu'un solitaire le fait, alors que Borgel l'avait fait 5 ans avant. Mais comme quoi les médias sont des fois pas au courant ou pas assez intéressés par ce qui se fait en matière d'exploration et d'aventure, à tel point de faire une erreur comme ça, c'est gigantesque, quoi. Mais lui, il n'a pas cherché à rectifier. Alors, il y a d'ailleurs des livres de, comment il s'appelait, cet Américain qui avait travaillé sur la nature, sur David Roberts, il a soutenu différents autres explorateurs, et il y a eu un rectificatif après dans le New York Times. Mais le New York Times avait fait l'erreur tout de même. Il a fallu attendre 3 mois qu'il y ait un rectificatif pour dire que Borgel l'a fait, mais une fois de plus sans tambour ni trompette, donc il l'a fait. Mais il a aussi cette particularité, c'est qu'il aime transmettre. Hein. Il a créé une... Absolument, et il aime transmettre. Et d'ailleurs, les fameux glaciers qu'il est en train de traverser, il ne les traverse pas seul, il les traverse avec un jeune garçon qui est français, Colliard, qui a pris la nationalité norvégienne, qui habite en Norvège maintenant. Et c'est avec ce jeune garçon qu'il a formé et qu'il a fait beaucoup d'expéditions. Il aimerait bien que Vincent Colliard continue son œuvre, entre guillemets. Est-ce que vous avez des questions? Profitez-en parce que le puits de science est là. Peut-être des questions sur d'autres explorateurs, les Français, à part Jean-Louis Etienne, qu'est-ce qu'il y a comme nom par rapport à... Dans les pôles? Oui, dans les pôles. Le jeune Colliard dont on parle, mais... Bon, on a une certaine Laurence de la Ferrière aussi. Hein, oui, mais là pareil. Moi je suis toujours admiratif pour les gens qui vont là-bas, qui le font, qui font... C'est pas rien d'aller en Antarctique, Mais encore une fois, Laurence... Elle a dit qu'elle avait fait une traversée en autonomie totale. Non, elle s'est fait parachuter des skis à un moment donné, donc c'est pas très compliqué de dire j'ai fait une traversée, mais bon, on m'a juste prêté des skis. Borgé d'ailleurs, une traversée, oui, il a blessé. Il est très embêté parce qu'il ne l'a pas fait en autonomie totale, mais il s'est tout de suite dénoncé. Il a dit non, le traîneau qu'il avait, c'est comment dirais-je, c'est appelé comme un oignon, il y avait un vice de fabrication. Et donc il était parti, ça faisait 15 jours qu'il était parti, et son traîneau commençait à traîner la patte, c'est le cas de le dire. Et on a dû lui en donner un autre. Mais il a dit, cette traversée ne compte pas, c'est pas une autonomie totale, quoi. Donc on a l'impression de jouer sur les mots, mais je pense que c'est un principe de base. On fait les choses, on ne les fait pas, quoi. Je veux dire, il y a une règle. Ou alors quand
vous êtes contre cette règle, vous avouez ce que vous avez fait. C'est pas très compliqué. C'est le gros reproche qu'on peut faire à Mike Horn. S'il ne réussit pas son truc, c'est pas grave. Il a qu'à dire j'ai pas réussi à faire ce coup-là, je le ferai la prochaine fois, etc. Donc, mais en alpinisme, vous êtes confronté à ça sans arrêt. Il y a eu des menteurs, il y a eu des affabulateurs, il y a eu en matière polaire, il y en a peut-être encore plus, puisque personne ne va aller contrôler là-bas ce qui se passe. Quoi. Donc, une photo au milieu du pôle. Hein. Voilà, donc, on ne sait pas où c'est. Donc il y a la grande polémique sur les voiles, par exemple. Évidemment, quand vous êtes en Antarctique, vous utilisez une voile. Borge n'est pas contre. Il dit après tout, Amundsen et Scott, au début du XXe siècle, ils se sont dit il y a du vent, mais mettons une voile, ça nous fera avancer plus vite. Après tout, les Norvégiens ont mis des skis, c'est tout de même plus intelligent que d'y aller à pied. Donc il n'est pas contre les voiles, sauf que comme toujours, on veut toujours plus. Donc la voile, c'est une sorte de cerf-volant, si vous voulez. C'est très dur de la contrôler, parce que vous êtes à ski. Des fois, il y a des bourrasques, vous tombez, vous pouvez vous casser la jambe. C'est pas rien que c'est dangereux. C'est dangereux. Ouais. Sauf qu'on a inventé un truc, l'homme est toujours inventif. Et donc ils se sont dit, si on fait une voile de 10 mètres carrés, pourquoi on n'en fait pas une de 50 mètres carrés? Pourquoi pas 100 mètres carrés? Donc on a développé... On va le faire, quoi. En gros. Donc maintenant il y a des systèmes pour traverser l'Antarctique avec des voiles monstrueuses, parce que plus elles montent en altitude, plus elles sont grandes, plus les vents sont énormes. Et donc il y a un traîneau actuellement qui se balade en Antarctique, qui est mené par des Espagnols, et ils sont assis sur leur tente, on va dire, c'est une sorte de tipi indien comme ça qui est monté sur patin et ils traînent ce truc-là. Avec une énorme voile. Avec une énorme voile. Donc il y a très récemment, il y a une femme qui est très, très heureuse d'arriver au pôle Sud à bicyclette. Alors qu'est-ce qu'elle a fait? Je ne sais pas si on a pas le pôle Sud là aussi. Si, on est dessus. Ici, il y a une sorte d'autoroute. C'est le Capri au Brady. On peut dire que c'est une autoroute. C'est pour ravitailler la base Scott Amundsen. On fait venir les bateaux jusque-là. Et là, on a damé, comme un ski, on a damé une piste avec des engins motorisés. Et il y a des piquets avec des drapeaux, etc. Et donc, c'est une sorte d'autoroute. Donc effectivement, elle est partie avec une bicyclette avec des pneus comme ça. Et puis le ridicule ne tue personne dans l'exploration. Il y a toujours des gens pour inventer des choses. Je vais y aller à cloche-pied, etc., etc. Il y a toujours des gens pour inventer des choses un peu ridicules. Mais bon, on ne peut pas empêcher ces gens-là de s'exprimer. On peut juste regretter que souvent les médias confondent tout, quoi. C'est uniquement ça. Et le public ne fait qu'à gober ou avaler ce qu'on lui raconte. Donc il faut se méfier, il faut être un peu attentif et encore une fois, je ne veux pas vanter ex cathedra de ce que raconte Ousland, mais j'aime ce point de vue-là, quoi. Le point de vue de quelqu'un qui met les choses un peu à plat, quoi. Donc pour toi, Borge Ousland, c'est vraiment l'homme des pôles, quoi. C'est le plus grand. Contemporain, c'est certain, oui. C'est certain. Ouais. Vous avez des questions, non? Bon. Bah, en tout cas, vous allez découvrir. Oui. Est-ce que Borge et Jean-Louis Ettel ont collaboré ou collaborent Oui, l'histoire du Polar Pod de Jean-Louis. Ouais. Borge trouve ça arrive trop tard, quoi. Jean-Louis, ça fait 15 ans qu'il se bat pour cette expédition. Il n'arrive toujours pas à trouver le financement. Et Borge dit, avec tous les satellites qu'on a, avec tous les capteurs qu'on a, je ne pense pas qu'on apprenne grand-chose avec cette nouvelle expédition, qui est un peu dangereuse, qui va coûter beaucoup d'argent. Jean-Louis ne tient pas le même langage, évidemment, mais il n'est pas persuadé de la nécessité et de l'efficacité de cette expérience. Lui, souvent, en matière de science, Borge dit, on m'a demandé de faire des carottages le long de mes parcours, on m'a demandé de prendre les températures. Il l'a fait au début, il l'a fait un petit peu. Il dit,
vu l'armement satellitaire qu'il y a, qui existe, vu les bases qui sont installées, il y en a 27 en Antarctique, qui font un travail extraordinaire. Qu'est-ce que nous, petits piétons de ces endroits-là, on peut relever de différent? À part des impressions, à part tout ce qui a trait au froid, ça, ils pensent qu'ils peuvent apporter des choses intéressantes. L'expérience qu'ils mènent en tant que corps humain confronté aux extrêmes. Mais en ce qui concerne la pollution, le réchauffement climatique ou des choses comme ça, il dit on n'est pas à la hauteur, quoi. On n'est pas à la hauteur des instruments de mesure qui existent aujourd'hui, quoi. Donc il est très dubitatif de ce que scientifiquement des explorateurs peuvent apporter d'un point de vue purement personnel. Ouais. De même, la caution écologique qui est importante chez lui, il ne la met pas toujours en avant parce qu'il trouve aussi qu'elle est très exploitée actuellement comme prétexte, quoi. Ça lui fait un peu... Ouais, il trouve ça... C'est devenu un argument pour gagner des sponsors, pour... Et puis les médias. Ouais. Et les médias. Il est un peu... Mais d'ailleurs, comment il sponsorisait ses expéditions lui-même? De manière très classique, c'est effectivement le serpent qui se mord la queue. C'est-à-dire que vous avez un peu de médias, donc vous avez des sponsors, les sponsors rapportent le média, etc., etc. Donc c'était des grandes marques norvégiennes qui s'occupaient de son... Parce que tout ça, non seulement, je pense que c'est pour ça que je trouve que c'est un âge d'or qui se termine, et c'était une période où une vingtaine de personnes, de 86 à 2006, se sont battues. Il y avait Ampelmans, Adams, il y avait Fiennes, l'anglais, il y avait un polonais, il y avait, voilà, ils étaient une dizaine de gars à essayer de se battre pour être les meilleurs sur ces continents, mais ça ne se fera plus, parce que même au sud, c'est libre, et tout ça, ça coûte un argent fou. Ouais, ouais. Pour le matériel et tout. Donc je pense on est un peu embuté de ce type d'expédition, d'exploration. Et c'est pour ça peut-être que les témoignages de ceux qui l'ont fait, je pense à Mazurski, où les Coréens ont fait des choses intéressantes, ces témoignages-là sont intéressants parce que peut-être ça ne se renouvellera pas. Ouais. Mais c'est comme en alpinisme, il faut réinventer l'alpinisme. Quand tout a été fait, après vous faites des choses plus intéressantes en descente, et la descente est devenue intéressante en alpinisme. Et après, il faut faire un autre alpinisme, un alpinisme horizontal, il faut inventer d'autres choses. Parce que vous bouclez la boucle, là, grosso modo, en Arctique et en Antarctique. Je ne sais pas ce qu'on peut faire de plus ou de mieux, mais il faut peut-être inventer des enchaînements, ou raconter des histoires autrement, ce qu'il fait sur les calottes glaciaires qu'il est en train de... il faut avoir un autre discours, il faut innover, parce que la répétition, c'est jamais très bon en matière d'exploration. Ça ne sert pas à grand-chose. Mais tout n'a pas été exploré finalement partout. Parce que c'était le dernier lieu, ça, en fait. Oui, en Antarctique et en Arctique, je pense que... Ouais. Bon, en Arctique, c'est difficile, parce que c'est une mer, mais en Antarctique, je pense qu'on a sillonné un peu partout. Ouais. En gros, c'est-à-dire c'est pas très varié. Hein. Il y a des sommets quand même. Il y a des sommets, oui, bien sûr. L'alpinisme a encore des belles heures devant elle, au Groenland en particulier. Ouais. Et où il y a vraiment des sommets très importants, et en Antarctique où il y a des sommets aussi importants. Donc l'alpinisme a encore du boulot à faire là-bas. Oui. Bon, ça sera un autre livre. Ouais. Ben, merci en tout cas. Merci de votre attention en tout cas. Et puis il reste à votre disposition merci, pour signer des livres si... Ouais. Merci.